Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre plateforme www.zaetv.com. Merci de nous rejoindre encore cette semaine. Nous allons parler de questions de développement, de questions de société. Et comme je vous l'ai dit, chacun doit à son niveau participer au développement de sa nation. Et c'est ce qu'ensemble avec mes invités chaque semaine, nous essayons de faire. Et cette semaine, nous allons parler de la loi promulguée le 18 décembre 2017 par le chef de l'État, Patrice Talon, et certains de ses ministres. Cette loi numéro 2017-27 du 18 décembre 2017 est relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Que dit cette loi? Que retenir? Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que désormais au Bénin on peut lutter contre le tabagisme? Voilà autant de questions que nous allons aborder ensemble avec mes invités. Et donc, chers internautes, merci d'être connectés. Comme j'ai l'habitude de le dire, le 94 24 81 89 pour vous faire annoncer, pour participer à cette émission, pour promouvoir vos produits et services. C'est très important. Et donc, je vais présenter mes invités. Je les regarde. Je ne sais pas par qui je vais commencer. Bon, j'ai fait mon choix. Je vais commencer par le président de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, Monsieur Augustin Faton. Bonjour, bienvenue sur Zaetv. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez un beau sourire. Vous non plus. Hein. Je vous ai embarrassé. Non, c'est juste pour détendre l'atmosphère. L'autre invité a nom M. Zulkilf Salou Bachirou. Il est ingénieur en environnement et santé. Monsieur Salou Bachirou, pardon. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Vous avez refusé que je vous embarrasse. La première question, Monsieur Faton, pourquoi est-ce qu'une nouvelle loi, alors que le Bénin avant la loi, avait une loi numéro 2006-12 du 7 août 2006 qui portait réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation des cigarettes et des autres produits du tabac en République du Bénin? Pourquoi une nouvelle loi? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le contexte international et le contexte même du traité international que notre pays a ratifié. Il s'agit en effet de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui a été adoptée en 2003 par la communauté internationale, mais notre pays l'a ratifiée en 2005. Donc, une année après l'entrée en vigueur de cette convention, le Bénin l'avait déjà ratifiée et un an après, en 2006, le Bénin a pris sa première loi. Donc, la loi de 2006 est venue dans un contexte de méconnaissance parfaite de la lutte anti-tabac, des contours du tabagisme. Alors, avec le temps, le traité même va être monnayé. Ça va connaître des développements aux différentes conférences des parties pour la lutte anti-tabac, notamment à Durban en Afrique du Sud en 2008, ensuite en Uruguay et en Corée du Sud, à Moscou. Donc il y a eu plusieurs modifications. Donc, au cours de ces différents rendez-vous internationaux, la Convention a connu ce que j'appellerais des directives. Les directives ayant pour objectif de faciliter les États parties à mieux mieux appliquer le traité, mieux domestiquer, je dirais même le traité. Et donc, notre loi étant déjà votée en 2006, n'a pas tenu compte de tous ces développements, notamment les lignes directrices pour l'application de certains articles clés de la Convention cadre. Et en ce moment aussi, l'expertise au niveau national dans le domaine de la lutte anti-tabac n'existait pratiquement pas. Donc, les députés ou l'exécutif en ce moment, ayant la volonté de contrer l'épidémie du tabagisme, avaient pris une loi. Mais cette loi s'est retrouvée tout de suite obsolète face au développement même du produit tabac, des stratégies de l'industrie du tabac. La loi est devenue caduque. Elle ne pouvait plus répondre aux objectifs de la Convention cadre, celui ou bien ceux de protéger les générations présentes et futures des effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. Donc, c'est ce qui a justifié à un moment donné, en 2010, je dirais, il a justifié l'organisation d'une rencontre où nous avons fait une analyse situationnelle pour comprendre quel est le levier sur lequel on pourrait agir pour faire évoluer la lutte anti-tabac dans notre pays, pour faire en sorte que la Convention cadre pour la lutte anti-tabac
soit appliquée. Et à l'unanimité, les acteurs de tous les secteurs avaient retenu le renforcement de notre cadre législatif afin de lui donner le pouvoir et les outils nécessaires pour contrer l'épidémie du tabagisme. Voilà ce qui justifie bien, la prise d'une nouvelle loi dans le secteur de la lutte anti-tabac. Voilà, et pour mes internautes qui certainement sont très curieux, on va d'abord leur expliquer pourquoi est-ce qu'un ingénieur en environnement et santé est sur le plateau. Forcément parce qu'il y a un lien entre la santé et l'environnement. Bien sûr. Donc je vous permets de leur expliquer pourquoi vous êtes là. Quel rôle vous jouez dans cette lutte contre le tabagisme? Ok, merci. Vous parliez donc d'un ingénieur en environnement et santé. Vous savez, d'abord, le tabac se produit sur les terres. Bien sûr. Et la terre est un élément de l'environnement. Et pour produire le tabac, donc, on agit sur la terre, déjà en détruisant des arbres. Bien sûr. Mais également, la culture du tabac nécessite parfois que des produits y soient mis pour l'entretien. Et ces produits ne sont pas sans effet donc, sur la nappe phréatique parce qu'elles s'infiltrent et donc polluent la nappe phréatique. Tous ces éléments-là font que le tabac est un élément qui contribue d'une part à la dégradation de l'environnement. Et puisque le tabac est un produit qui a des effets néfastes sur la santé, déjà donc, sur tout l'organisme, le lien entre l'environnement et la santé justifie donc ce lien entre le tabac et la santé justifie donc la présence d'un ingénieur environnement et santé sur le plateau. Voilà, donc, en fait, j'aime mieux de temps en temps taquiner mes internautes parce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils vont se dire, mais pourquoi elle a invité un environnementaliste alors qu'on parle de santé, alors qu'effectivement, la consommation même du tabac agit sur la santé et ça a forcément de graves répercussions. Monsieur Salou Bachirou, puisque vous vous êtes engagé également dans la lutte contre le tabagisme au Bénin, qu'est-ce qui, au-delà de ce qu'il fallait se mettre aux normes internationales, puisqu'il fallait au moins agir et respecter la Convention cadre de l'OMS avec ses différentes directives. Ouais. Est-ce que la loi que nous avions en 2006 au Bénin, qu'est-ce que vous lui reprochiez? Est-ce qu'il y avait des choses dedans qui n'allaient pas, qu'il fallait changer? Bien sûr, quand vous prenez la loi de 2006, déjà c'est une loi qui n'avait que 26 articles, mais également, je ne dis pas que c'est peu, mais c'est dans la consistance en fait de ce que comportent ces articles-là. Et ce qu'on peut reprocher à cette loi, c'était que les différents éléments qui constituent cette loi, quand je prends par exemple le premier chapitre qui définit donc les thèmes utilisés dans la loi, nous n'avons pas une exhaustivité des thèmes dans cette loi. C'est une loi qui ne définit pas ce qu'est un jeune adulte, ce qu'est un non-fumeur. Il y a pas mal de définitions qui manquaient à cette loi. En dehors de ça, il y a certaines dispositions qui, aujourd'hui, normalement, pour se conformer aux directives internationales, il est demandé que sur le paquet de la cigarette, on voit une image du fumeur. Sur la loi de 2006, il n'y avait pas cette prescription qui demandait que sur le paquet de cigarettes, on ait une image montrant les effets dévastateurs de la consommation du tabac. On avait juste l'inscription, il est interdit de fumer ou alors le tabac nuit à la santé. Donc, pour ne m'en arrêter qu'à cela, par exemple, quand je prends également l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou aux abords des établissements, c'est autant d'éléments qui ne se retrouvaient pas dans la loi de 2006 et qui donc constituaient des faiblesses pour cette loi. Donc voilà quelques éléments quand même, il y en a sans doute d'autres qu'on peut reprocher à cette loi de 2006. D'accord. Monsieur Faton, quel a été le combat? Parce que la loi de 2006 existait, mais personne n'en parlait. Et pourquoi aujourd'hui vous vous réveillez, excusez du peu le terme, pour parler de la nouvelle loi et pour sensibiliser les populations sur cette loi? Alors, merci beaucoup, mais avant de revenir sur la question, quand je prends même la loi de 2006, voilà un test, une loi pose les grands principes. Il revient aux instruments juridiques de monnayer. Alors, la loi de 2006 est allée dans des détails inutiles, empêchant tous les décrets, arrêtés, consorts d'exister. Vous comprenez le problème qu'avait le test pour sa mise en application. Soyez plus clair. C'est comme l'industrie avait filtré le système et avait réussi à faire en sorte qu'on aille dans des détails. Quand la loi dit quelque chose. Mais on peut pécher par méconnaissance. Nous l'avons reconnu et je l'ai dit en début d'émission, je disais que oui,
il y avait une méconnaissance du domaine de la lutte anti-tabac et des stratégies mafieuses de l'industrie du tabac elle-même. Donc, on peut comprendre tout ça. Mais ces détails ne permettaient même pas à la société civile d'agir. Si tu veux agir... La loi était là et pourtant les industries du tabac continuent à vendre allègrement le tabac. Bien sûr. Avant l'avènement de la loi de 2006, les paquets de cigarettes en circulation dans le commerce contenaient 20 tiges. Mais cette loi a autorisé 10. Yes. Du coup, en interdisant la vente à la tige dans cette loi, on donne une autre possibilité aux industries du tabac de fabriquer des paquets de 10 tiges qui sont vendus à 125 francs dans le commerce et donc accessibles aux pauvres, accessibles aux enfants. Bien sûr. Voilà, une loi qui interdisait bien sûr la vente de la cigarette dans les écoles, mais quand on vend la cigarette autour des écoles, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Donc, voilà autant d'éléments non exhaustifs qui justifiaient l'urgence pour l'État béninois d'aller plus loin en prenant des dispositions législatives beaucoup plus restrictives pour empêcher la propagation de l'épidémie du tabagisme. Maintenant, quand je reviens à... Vous préférez classer cela d'épidémie carrément. Voilà. Quel a été non, le combat? c'est une épidémie justement parce qu'en réalité, le tabac se transmet d'une personne à une autre. Bien sûr. Par quoi? Le seul vecteur de transmission de l'épidémie du tabagisme, c'est l'industrie du tabac. À travers sa publicité agressive, à travers ses stratégies mafieuses, l'industrie met à la disposition de nos enfants des produits toxiques. Vous imaginez, vous et moi, à l'âge adulte, vous pouvez prendre la décision d'aller fumer? Non, pas du tout. Les médecins que vous voyez qui sont en train de fumer aujourd'hui, ils n'ont pas commencé quand ils sont devenus médecins. Donc, c'est au moment où l'enfant est dans sa turbulence, à l'âge d'adolescence, où il veut s'affirmer, il veut tout voir, que l'industrie leur présente le produit. Et dans nos écoles, on vendait des cigarettes sous forme et des bonbons, ou bien des confiseries sous forme de cigarettes. Et tout ça, l'objectif, c'est de recruter nos enfants dans la fumée de cigarettes. Et l'industrie du tabac a un problème. Leur problème, c'est quoi? Elle se retrouve face à des dispositions législatives très restrictives dans les pays européens. Et il y a une grande perte de leur part de marché. Donc, il faut recouvrer cette part de marché. Et c'est l'Afrique qui est l'Eldorado. Ce sont nos enfants qui sont... Parce qu'on a permis. Voilà. Donc l'industrie est devenue une industrie prédatrice pour nos enfants. Et donc, vous voyez, c'est un peu la situation de 2006. Mais quand je dis... Pour revenir au combat. Au combat. Pour changer cette loi. Voilà. C'est à l'hôtel Les Résidences Céline que nous avons tenu en 2009, je crois, en 2009. Cet atelier, sur l'initiative de... Sur l'initiative, bien sûr, de... non, je dirais que c'est le ministère de la Santé en partenariat avec l'ONG Initiative pour l'éducation qui avait organisé cet atelier qui a permis de retracer, de faire un feedback. Qu'est-ce que nous avons enregistré en termes de progrès? Et on s'est rendu compte que la loi de 2006 n'était pas un outil de santé, comme on l'aurait souhaité. Pas un outil de développement non plus. Non plus. Et donc, il fallait revoir ce cadre législatif. Et voilà, la bataille est engagée. Le ministère de la Santé a pris le lead et la société civile à travers la veille citoyenne, à travers... puisque nous avons, avec le temps, développé une certaine expertise dans ce domaine, nous avons accompagné les pouvoirs publics. Vous avez même mis en place une plateforme? Oui, justement, une plateforme d'une dizaine d'organisations qui s'est beaucoup investie pour que... C'est le moment de citer peut-être ces organisations pour leur rendre hommage. Non, je ne peux pas tous citer. J'y veux dedans, jeune volontaire pour... Voilà, et beaucoup d'autres organisations sont dedans. Même Alcré fait partie de cette plateforme. Et donc, c'est pourquoi vous nous voyez souvent ensemble. Voilà, où nous faisons ce combat. Alors, au cours de ce combat, nous avons constaté que ce n'était pas facile. À quel niveau? Au niveau des populations? Non, au niveau des autorités? Je vous ai dit qu'il y a une seule main noire, malsaine, derrière... Vous n'allez pas utiliser cette expression? Non, la main noire, vous voyez, c'est des gens qui font leur gain sur le tombeau des autres. Vous imaginez... Les capitalistes sont comme ça. Mais en réalité, c'est un bon système, le dira l'autre. Même le père fondateur du capitalisme, John Maynard Keynes, a dit c'est un bon système, mais sans régulation de l'État, ça conduit à l'apocalypse. Ça conduit l'État à l'abattoir, les populations vers le péril en masse, de masse. Donc, c'était vraiment pas un combat facile parce que les industries du tabac ne trouvaient pas
bien, qu'on revoie le cadre, les véhicules qui circulaient avec la publicité, tout ça. Encore au Bénin, on avait une industrie qui était même installée au Bénin. Oui, on ne va pas dire le nom. Oui, non, ça a été fermé. Ça a été fermé en temps. Je crois que c'est le 31 octobre 2008 que cette industrie a fermé ses portes. Mais ça ne veut pas dire que l'industrie du tabac n'est pas au Bénin. Il y avait toujours la commercialisation. Quand nous avons crié victoire en ce moment, elle est montée au créneau pour dire qu'elles sont toujours au Bénin et qu'elles continuent leurs activités. Donc, recruter nos enfants dans la fumée, c'est leur activité. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons ce devoir de contribuer à la préservation de la santé, d'accompagner les politiques publiques en matière de lutte anti-tabac pour que les populations se sentent mieux. Nous avons déjà d'autres problèmes. Bien sûr, on en a suffisamment. Voilà, suffisamment. Et si on peut régler ceci? Voilà, il ne faut pas en rajouter. C'est le seul produit. Donc, ouais, il n'y a pas de dose minimale quand on parle de tabac qui ne soit nocive. Bien sûr. Et donc, dès que quelqu'un fume, c'est déjà dangereux. Moi, j'ai appris au cours primaire que le tabac ronge, ruine et tue. Et cette phrase, je l'ai gardée toute ma vie. Non, ça m'a toujours le dissuadé. Tabac ronge, ruine et tue. Et c'est vrai. Et je me rappelle du ministre, de l'ex-ministre de la Santé, Kassile Chala, qui est un chirurgien de renom, ayant opéré des centaines de cancers en France. Lors d'une journée mondiale sans tabac, il s'exprimait en ces termes: dites simplement que le tabac, c'est la mort. Simplement. Je vais peut-être garder cette nouvelle formule. Exactement. Donc, c'est tout ce combat à travers des consultations. Vous voyez, c'est beaucoup. Nous avons été assistés par la communauté internationale sur ces éléments. Et puis aujourd'hui, le Bénin a une loi moderne, une loi qui peut faire école dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde. Maintenant, quand on a un outil comme celui-là, pourquoi nous investissons dans, comment on appelle, la vulgarisation de ce test? On dit souvent qu'on est censé ignorer la loi, mais c'est la vulgarisation qui permettra aux populations de connaître le test. On dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. Bien sûr. Si les parlementaires ont jugé utile d'adopter le 14 septembre dernier, autour de 17 h bien sûr, cette loi, et que le chef de l'État trouve que c'est important de la promulguer, il revient également aux populations d'en prendre connaissance. Et pour qu'elles en prennent connaissance, c'est à travers des débats comme celui-ci où nous essayons d'aller dans les détails par rapport au contenu du test. Donc c'est ce qui justifie quand même l'action de la société civile. Voilà. Et puis si on parle maintenant de la nouvelle loi, c'est la loi numéro 2017-27 du 18 décembre 2017, promulguée par le chef de l'État Patrice Talon et certains de ses ministres. Et cette loi est relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Monsieur Salou Bachirou, qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce qu'il y a beaucoup de mots-clés: production, conditionnement, étiquetage, vente, usage du tabac, dérivés, assimilés. On va aller étape par étape. Vous allez commencer, monsieur Faton va vous accompagner. Quand on parle de production, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La production est relative aux normes d'émission ou pour utiliser le mot, les conditions dans lesquelles le tabac doit être produit. En termes d'emballage, en termes de composition, des éléments qui s'y retrouvent. Pour moi qui ne peux pas lire la loi, quand on me parle de production de tabac, qu'est-ce que je dois retenir? Désormais, comment est-ce qu'il faut produire le tabac? Comment est-ce que le tabac, puisque vous parlez d'emballage et tout, détaillez-nous pour qu'on ait une meilleure idée. Oui, je crois que la loi en son état actuel ne précise pas encore comment est-ce que les conditions doivent se faire, mais il est quand même prévu un organe national de lutte contre le tabagisme qui sera multiplié, qui donc va définir les conditions dans lesquelles le tabac sera désormais produit, comment est-ce que, quelle doit être la composition, l'emballage et tout ça, comment ça doit se présenter. C'est l'organe qui va déterminer. Oui. D'accord. L'étiquetage, vous avez parlé tantôt de, il faut mettre une image d'un fumeur, les effets, oui, c'est ça? L'étiquetage, c'est la présentation extérieure, les inscriptions qu'on a sur le paquet. C'est tous ces éléments qui sont désormais, il doit y avoir combien de tiges? Là, on entre non, dans le fond. 20, c'est minimum, c'est 20. C'est 20. 10 comme avant? Non, non, pas du tout, c'est 20. Mais ici, dans son article 10 et 11, sinon 9 et 10, la loi est revenue sur l'obligation de transformer l'outil, le paquet de cigarettes en un outil de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir obligatoirement sur les paquets qui sont mis en vente au Bénin, comment on appelle, des images décrivant
les effets Et ça, c'est les nocifs. industries elles-mêmes qui doivent le faire. Oui, bien sûr. Et elles doivent faire valider cela au niveau du ministère de la Santé. Et même la vente du tabac, lorsque vous parlez... Donc ça ne va plus être importé et on va Non. consommer. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc En fait, pour désormais vendre le tabac, il faut aller prendre une autorisation au niveau du ministère de la Et le Santé. ministère va vérifier ensemble avec l'organe qui sera mis sur pied. Justement, cet organe, c'est-à-dire c'est un office à caractère culturel, scientifique, tel que défini à l'article 41 de la loi. Cet office, il y a les conditions, la composition, tout ce qui est relatif à cet office est contenu dans une loi de 1994 qui régit les offices à caractère social et culturel scientifique. Donc, cet office sera sous la tutelle du ministère de la Santé. Mais c'est un office qui sera également élargi à tous les acteurs de la lutte anti-tabac, notamment la société civile. Tout le monde y sera présent pour que la lutte soit plus efficace. Voilà, justement, exactement, parce que ça garantit la transparence des relations entre cet office et d'autres acteurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, les industries du tabac sont là. Et donc, je disais que le paquet de cigarettes doit être couvert maintenant. Je peux vous lire les articles que vous avez évoqués pour que vous puissiez mieux détailler ou ça peut aller? Non, ça peut aller, ça peut aller. Ne vous en faites pas du tout. Donc, comment on appelle, les avertissements sanitaires doivent être sous forme d'images, couvrant au moins 75% des phases principales. Non, en termes d'exemple, quand on prend désormais un paquet de cigarettes, on doit voir un cancer de gorge ou un cancer de la bouche. D'accord. Non, je pense que ce serait très expressif. Et un message doit accompagner ça. Oui, à la fois. Le message doit être visuel. Oui, 25% au moins. Oui. L'image, 50%. La somme des deux, ça fait 75% au moins. Finalement, ça veut dire que c'est pour décourager. Non, mais quel est l'objectif de l'État? C'est de protéger les populations. On a dit que le tabac tue. C'est la mort. Donc, quand on dit qu'un produit tue, qui voudra à ce que son enfant fume? Personne. En réalité, c'est malsain que de vouloir tuer les autres pour gagner son pain. Ça ne marche pas. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je dis. C'est un peu ça. Vous avez dit tantôt dans vos propos qu'également, désormais, c'est vrai qu'avant, on voyait des voitures circuler avec des enseignes de sociétés ou d'industries de tabac, mais désormais, l'article 11 dit que la promotion et tout ce qui va autour de cela est interdit sous toutes ces formes en République du Bénin. Ça veut dire qu'on ne va plus voir de ces voitures enseignes, pancartes, on ne verra plus. Non, mais c'est clair. C'est clair. On ne verra plus. Mais c'est ça. En fait, là où c'est intéressant au niveau de ce test, c'est que le test prévoit même que la police judiciaire et la police sanitaire est chargée de constater les infractions. Ça veut dire que si je suis policier, un agent de sécurité, que je remarque... Et que vous remarquez qu'un véhicule passe... J'interpelle. Oui, vous interpellez le véhicule et puis on l'envoie simplement à la police. C'est simple, quoi. On règle le problème. Voilà, on lui règle le problème. Donc, c'est clair que c'est comme ça. Et il y a également les questions. L'article 4 qui parle des interdictions de fumer dans les espaces à usage oui, ça, on en a besoin. Ça, on en a besoin. Je vais poser la question plutôt puisqu'en réalité, la fumée du tabac... Ça tue plus que celui qui pollue l'environnement. Moi aussi. Oui. Monsieur Salou Bachirou, désormais, on ne peut plus fumer dans les lieux publics, dans les lieux couverts. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour nos populations? Parce qu'on dit souvent que celui qui ne fume pas, même s'il est exposé à la fumée, il est plus malade que celui qui fume. Bien sûr. Vous savez, la fumée du tabac est rejetée dans l'air. Et l'air transporte tout. Et toutes les personnes qui se retrouvent dans un même endroit respirent, si vous voulez, le même air. Bien sûr. Donc, quand on se retrouve dans un endroit fermé, au couvert, et que quelqu'un commence à fumer, c'est clair que l'air est tout de suite pollué. Bien sûr. Et donc, les autres personnes qui sont là respirent cet air pollué, donc respirent rien que la fumée du tabac, ce qui, comme vous le signalez tout à l'heure, n'est pas sans effet sur leur santé. Et donc, aujourd'hui, nous avons plein d'endroits, les restaurants, les buvettes, qui sont des lieux publics où tout le monde a accès. Donc, il n'y a fait restriction à personne d'aller s'asseoir pour prendre une bière quelque part. Donc, aujourd'hui, avec cette loi, quand vous allez quelque part pour prendre une bière, pour vous détendre, vous n'êtes pas venu pour vous rendre malade a priori. Donc,
quand pendant les 45 ou 30 minutes que vous allez passer à vous asseoir pour vous relaxer, quelqu'un doit venir s'asseoir pour vous empêcher de respirer un air sain, plus ou moins sain, c'est que vous avez la possibilité de lui... En fait, c'est fatigant et c'est dégoûtant. Hein? Voilà. Vous n'arrivez même pas à faire ce pourquoi vous êtes là, vous respirez, vous êtes même étouffé. Donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, vous avez la possibilité donc d'interpeller cette personne, de lui dire « Monsieur, vous me dérangez » et donc de faire même appel à un officier d'état civil, à un policier pour venir lui dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de venir vous asseoir là pendant que d'autres sont là pour se relaxer. » Mais est-ce que c'est peut-être ça qui a amené certains propriétaires, certains commerçants à déjà dire qu'ils ont des espaces fumeurs, des espaces non fumeurs? Monsieur Fadon? Non, c'est la loi de 2006. Qui avait déjà dit ça. Voilà une des insuffisances de la loi. Quand vous prenez de la loi de 2006, la loi de 2006, elle dit qu'il est interdit de fumer dans les espaces à usage collectif et à commencer par citer. Or, quand on cite, le risque de ne pas être exhaustif est là, ou bien. Et si un jour, la fumée se développe autrement et qu'elle prend d'autres espaces, on ne pourra pas contrôler. Donc, ici, les espaces à usage collectif, l'article 4 le dit, couvert ou fermé. Couvert ou fermé. Ça veut dire que dans les boîtes de nuit, on ne doit plus fumer. Et quand vous prenez, on ne doit plus fumer. Dans les buvettes, on ne doit plus fumer. Dans les restaurants, on ne doit plus fumer. Et l'article 4 dit, dans les lieux à usage collectif, public ou privé. Donc, un père ne peut pas se permettre de fumer en présence de son enfant à la maison. Si l'enfant fait recours à la police, il risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est clair. Et... Attendez. Attendez un instant. Je suis chez moi. Oui. Chef de famille. Oui. Je ne peux plus fumer tout en vous allez fumer peut-être dans votre chambre si vous y habitez toute seule. Tout seul. Ou toute seule. Mais tant qu'il y a un enfant dans l'environnement. Quand il y a un enfant, vous ne pouvez pas fumer. L'enfant peut... Pas seulement un enfant, même votre épouse, si vous voulez. Si elle n'est pas fumeur, oui, voilà, votre frère, pour vos voisins. Ou bien aller sur la dalle pour fumer. N'est-ce pas, vous avez la présidence. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et vous savez, dans la loi... En fait, c'est une manière de protéger, c'est une question celui de qui n'a pas choisi civile. de fumer. On dit, vos droits s'arrêtent. Là où commence celui des autres. Bien sûr. Donc, c'est important. Et un autre élément que je vais souligner, dans le titre de la loi, on a parlé de dérivés et assimilés. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, nous avons remarqué qu'il y a d'autres formes... Vous voulez parler du tube que les jeunes gardent là? Oui, le dispositif chicha, c'est comment ils appellent ça? Qu'ils mettent dans la bouche et ils se font partager. Une personne fume et donne à l'autre. Vous savez que les hépatites pullulent. Vous voyez un peu. Donc, assimilé comme était, c'était la chicha. Il y a ça aussi, par exemple. Non, c'est la chicha. Surtout. C'est à cause de la chicha qu'on a mis assimilé. Parce que là, la chicha est encore plus... on peut dire que si demain une autre forme vient, c'est aussi assimilé. Assimilé. D'accord. On ne voulait pas dire chicha parce que nous savons que l'industrie est très rusée. Elle développe d'autres moyens de fumer. Donc, quand vous voyez ce qui se passe avec la chicha, je dis, mais... Nous sommes dans au coin des rues maintenant. Hein. Non, il y a même des bars. Oui, spécialisés. Voilà, qui sont nommés chicha bar. C'est spécialisé. Ces choses, l'État va réprimer. Non, mais c'est clair que les gens doivent enlever ça. Et sont la loi là est en train d'interdire l'usage de la chicha. Oui, il le faut, parce que franchement... Vous voyez, nos enfants, vous donnez le petit déjeuner à votre garçon, l'argent de poche à votre garçon, il quitte la maison. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir dans le bar chicha. Pour pouvoir faire, comment on appelle... pour pouvoir être à l'aide du temps. L'effet du groupe, voilà, l'appartenance à un groupe donné, ils vont. Et il y a même des bars. Quand vous allez dans la rue vive, vous voyez des bars qui... Pratiquement, les gens sont là tous les soirs. Bon, ça, c'est un cas particulier. Même en plein Cotonou, dans la zone de Saint-Michel, c'est là. Les gens sont là. Et quand vous arrivez même à notre aéroport, sortez du hall. Bien sûr. Dès que quelqu'un d'expatrié sort du hall, vous êtes tous là
il prend la fumée, il vous envoie ça comme ça. Mais vous prenez, c'est quand même un manque de respect pour les autres. Donc, cette loi est venue pour régler ces problèmes. Et c'est pourquoi nous remercions le chef de l'État. Alors, vous n'avez pas remercié, l'État fait son rôle de protection des citoyens. C'est réel. La loi était là depuis, non, ça n'avait pas été promulgué, ça n'avait pas été adopté. Moi, je remercie. Les députés, nous remercions le chef de l'État. Mais nous savons que tant qu'il a fait, rien n'est fait. Une loi, c'est un élément. Mais une loi non appliquée, ça ne change pas les choses. C'est ce que je voulais dire. Parce que nous brillons par la prise des lois, mais nous sommes absents lorsqu'il s'agit de les appliquer. Et donc, nous invitons le chef de l'État à faire en sorte que cette loi soit appliquée. C'est déjà de prendre le décret relatif à l'office qui doit s'occuper de la mise en œuvre de l'article 41. Oui, voilà. Je voudrais qu'on insiste un peu sur la chicha. Monsieur Salouf Bachirou, la chicha, oui, en effet de mode. Effet de l'air du temps. On s'entube, on ingurgite n'importe quoi, on mélange des produits pas possibles. Bien sûr. Et pourtant, on parle de l'environnement, on parle de la santé. Quand on l'ingurgite en l'air, c'est que l'environnement est pollué. Mais qu'en est-il de notre propre santé? Puisqu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de cancer. Oui, M. Fatma a soulevé il y a un aspect tout à l'heure. Le tabac, c'est un effet de risque pour aller vers un cancer très rapidement. Très rapidement. Déjà, on disait que la chicha est un élément déjà plus dangereux que la cigarette elle-même. Simplement parce que dans la chicha, il y a plus de produits toxiques. La cigarette contient déjà près de 4000 substances, mais dans la chicha, il y en a plus. Mais la chicha est conçue avec des arômes qui font que ça attire. C'est produits chimiques. Qui font que ça vous attire, vous passez, vous sentez une bonne odeur de chewing-gum, je ne sais pas quoi, et qui vous tente, vous êtes tenté d'aller vers. Et donc, quand vous commencez à le consommer, il y a deux aspects qui sont à soulever là. D'abord, ceux qui prennent la chicha et qui donc rejettent la fumée dans l'air sur les personnes de leur environnement. Comme vous le soulignez tout à l'heure, l'environnement est touché, donc l'air est pollué. Et ceux qui sont dans les environs, qui ne sont pas venus pour prendre la chicha, consomment cet air et qui ne sont pas toujours conscients de ce qu'elles sont en train de se rendre malades elles-mêmes. Maintenant, quand nous prenons ceux qui même partagent la seule tige. Vous le voyez, il y a peut-être 5, 6, 10 personnes. Moi, je n'appelle pas ça tige, j'appelle ça un tube. Bon, un tube, si vous voulez. Un raccord, voilà. Avec une marmite en bas. C'est le mot, c'est le mot. Un raccord. Donc, quand nous prenons tout ce raccord qui circule de bouche en bouche avec le liquide biologique qu'est la salive, où nous ne savons pas donc ce que contient la salive de chacun. L'assa et autres qui... On ne savait pas donc ce que contient la salive de chacun. Quand ce tube-là circule de bouche en bouche, quand quelques années après, des mois après, la jeune fille ou le jeune gars tombe malade, on ne sait pas toujours de quoi il est tombé malade. Peut-être que c'est le temps passé avec ses copains, à passer d'un tube de bouche en bouche qui lui a permis de prendre rapidement une maladie que l'autre portait. Donc, je ne sais pas. Avec des risques de développer des maladies qui sont encore peut-être inconnues aussi. Bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, nous avons une cargaison de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas. Donc, les jeunes ne sont pas toujours conscients. C'est que c'est juste l'effet de mode. Est-ce qu'on va encore dire que c'est la responsabilité des parents? La responsabilité des parents... Parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Quand on dit que c'est les parents. Pas toujours, mais peut-être en partie. Mais c'est que le parent, il ne peut pas toujours contrôler le jeune. Il y a certains parents, il faut reconnaître qu'ils jouent leur rôle d'éducateur, qui essaient dans la mesure possible de montrer à leurs enfants ce qu'ils doivent suivre comme bon chemin. Dans la rue, c'est compliqué. Voilà. Quand l'enfant il sort de la maison et qu'il dit il va au terrain de sport, par exemple, pour jouer, ou il va à l'école, ou il a envie d'aller, il dit à ses parents, on a une fête d'anniversaire avec. Le parent ne peut pas toujours refuser, mais le parent ne peut pas contrôler tout ce que l'enfant fait tel qu'il est avec ses amis quelque part. Donc, on ne peut pas dire que c'est toujours le rôle des parents. Je ne sais pas si Augustin voulait... Non, il voulait compléter. Monsieur Faton. Oui, ce qui est clair, et pour nous, c'est quoi? L'enfant, c'est une famille qui l'a, mais c'est la société qui l'éduque. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, la société n'éduque plus. On ne permet même pas à la société je pense que nous n'allons pas trop. Nous sommes tous de la société et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, mais les parents ne permettent même plus que quelqu'un parle à vous le faites déjà, hein, ce que vous faites là. Vous ne savez pas l'impact. Moi, je me rappelle qu'une expatriée allait me dire un jour, j'ai fumé il y a 7 mois à cause de toi. C'est-à-dire? Parce que j'étais écouté. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on ressent. Donc, on dit il y a 2 facteurs, comme l'a dit Martin Luther King, qui opèrent des changements dans la société. L'éducation et la justice. L'éducation permet d'éduquer le peuple. Et ce n'est pas qu'aux parents d'éduquer les enfants. C'est à l'école de le faire, c'est à la rue de le faire, à la société en général de le faire.
Et l'État a l'obligation de garantir à tous les citoyens un environnement sain. C'est un devoir, c'est un droit constitutionnel. Et donc, je crois que c'est important. Et c'est pourquoi cette loi, je la trouve innovante. Innovante en ce sens que, on dit... Vous avez participé à son élaboration, on dirait. Mais nous y avons participé du début jusqu'à la fin. Et vous continuez. Et nous allons continuer, et c'est clair, nous allons continuer. Il est interdit de fumer, de vendre la cigarette dans les établissements. Oui, il faut en revenir. Préscolaires, scolaires, supérieurs, des formations sanitaires, les équipements sportifs, les administrations publiques. Alléluia. Et ce, dans un rayon de moins de 500 mètres. Je pense que si c'est appliqué, on est sauvé. Nos enfants ne pourront plus voir la cigarette. J'espère que c'est interdit dans les marchés aussi. Non, on ne peut pas interdire dans les marchés. Mais même dans les marchés, il y a une façon de vendre la cigarette. Et donc, en fait, la cigarette ne doit plus être exposée sur les étalages comme ça. Vous voyez, il y a des bavards qui tirent les charrettes là, et sur ça, vous avez la cigarette. C'est là où nos enfants vont consommer la cigarette. Parce que si on trouve, on peut la réprimer aussi. Mais bien sûr, c'est ce qui va se passer. On ne pourra plus vendre la cigarette sur ces charrettes. Et vous voyez, il est même interdit de mettre la cigarette ensemble avec les confiseries. Les confiseries, les bonbons et comme ça. Vous voyez, c'est dangereux. Vous avez dû faire une enquête sociale alors? Mais bien sûr, nous avons fait cette enquête et c'est tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi il dit que cette loi a été élaborée dans une démarche scientifique. Nous sommes allés nous avons fait une démarche empirique qui a permis de comprendre le fonctionnement, le mode opératoire même de l'industrie du tabac dans la mise à disposition de produits. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, si la police constate que quelqu'un a exposé la cigarette avec des bonbons, les chewing-gums, tout ça, oui, on saisit tous les produits. D'accord. Et même les cigarettes comme ça, qui doivent être... Il y a des amendes qui sont prévues. Mais bien sûr. Quand on vous trouve pas... C'est bien élevé? Non, pour celui qui fume dans un espace à usage collectif, ça varie de 20 à 50 000. Seulement? Non, c'est pas c'est beaucoup. C'est beaucoup. Combien gagne le Béninois? Oui, mais le gars ne gagne pas beaucoup, mais il fume beaucoup. Non, quand on lui prend 50 000... On prend sur le champ, j'espère. Non, mais c'est la police qui vient constater cela. Et puis, dès qu'il se retrouve là-bas, il doit payer l'amende. D'accord. Et ça ira au trésor public. Oui, allez-y. Non, enfin, j'allais juste ajouter par rapport à ça. Quand nous prenons l'exploitant, enfin un promoteur d'un restaurant, d'une buvette et tout ça, voilà, il y a également des dispositions pénales que cet exploitant encourt si sur son lieu de travail. Donc, que des gens fument. Voilà, enfin, déjà, il doit pouvoir mettre l'option interdit de fumer, mais quand maintenant, s'ils sont dans sa buvette, il ne sensibilise pas et qu'on vient surprendre, lui également est exposé à des amendes. Voilà, donc tous les promoteurs de bars doivent aujourd'hui prendre cette disposition-là. Donc il doit plus avoir d'espace fumeur, espace non fumeur. Non, ça c'est... Il n'y a plus d'espace. C'est fini, c'est la loi de 2006 qui prévoit. C'est interdiction de fumer dans tous les lieux à usage collectif. Mais j'ai une préoccupation. Oui. Quand c'est l'agent de la force de sécurité publique qui lui-même fume. Je crois que nul n'est au-dessus de la loi. Bon, vous êtes sûr? Parce mais attendez, vous savez, je n'ose pas sortir. Ce n'est pas parce qu'on est policier ou on fait partie des forces de l'ordre. D'abord, vous devez être un modèle. Quand vous faites partie de ce corps que je respecte. Oui, les gens sont dépendants. Nous ne disons pas non, mais on a constaté... Mais on n'a pas des espaces aussi pour des intoxications non plus chez nous. Hein. Non, c'est... Pour ceux qui sont déjà... L'objectif, c'est de dénormaliser la consommation du tabac. Qu'est-ce que ça nous apporte, dites-moi? Un produit toxique. On n'arrive pas à manger à notre faim. Ouais, et puis, on se permet d'en l'État, en réalité, devrait... Et je voudrais... Un instant, M. Faton. Oui. Si on crée un centre de désintoxication, c'est une manière de dire aux gens, vous pouvez fumer, allez, vous faites ça? Ce n'est pas ça. C'est pour sauver des vies? Oui, c'est pour sauver des vies. Et vous savez, le mieux pour la cigarette ou la chicha et consort, c'est de ne pas commencer. D'accord. Parce que c'est comme vous avez l'habitude de manger. Quand vous aimez un aliment. Quand vous avez faim, vous devez manger. Oui, ça devient l'effet d'accoutumance fait que vous avez toujours envie de fumer. Et là où c'est dangereux encore, c'est que le produit qui engendre la dépendance dans la fumée de la cigarette et même de la chicha, c'est la nicotine.
Et pour renforcer l'effet de la nicotine, les industries du tabac ajoutent de l'ammoniac dans la... Ça tue, non? Oui, l'ammoniac. Et justement, ça réduit la vitesse. C'est-à-dire, ça accélère la vitesse de pénétration de la nicotine dans le corps humain. Donc, la nicotine, pour atteindre le cerveau, c'est 8 secondes. Et l'ammoniac vient réduire encore à moins de 8 secondes. Donc les gens ont mis en place une machine pour rendre dépendant et faire de l'argent. Il revient à l'État dans son rôle régalien. Et c'est ce que l'État fait à travers cette loi. D'interdire cela, même si la cigarette est illicite, les conditions de sa commercialisation, de sa production doivent être réglementées et les conditions de sa consommation doivent également être réglementées. Et c'est ce que l'État fait. Et je crois que cette loi, elle est la bienvenue et nous attendons du chef de l'État, pour son amour pour ce pays, de prendre les dispositions qu'il faut afin que les instruments juridiques devant faciliter sa mise en œuvre soient vraiment choses prises et ceci pour permettre aux populations de disposer d'un outil pour les protéger. D'accord, un outil pour les protéger, oui, allez-y, monsieur Salou. Oui, j'allais juste ajouter l'article 29 qui parle de la vente par et aux mineurs, la vente par les mineurs et aux mineurs, j'allais dire. Les mineurs qui traînent ça dans la main, qui vendent au coin des rues. Voilà, nous sommes dans une société où, généralement, à plein d'endroits de vente de produits, c'est des mineurs que les dames laissent. Au Carrefour, que les dames laissent auprès de leur étalage. Donc, ce sont ces mineurs qui s'occupent de la vente des choses. Oui. D'après donc cette nouvelle loi, c'est qu'aujourd'hui, même le papa ne peut plus demander à son enfant mineur d'aller lui acheter de la cigarette. Et la vendeuse qui met un mineur donc auprès de son étalage est passible de peine si on vient constater que c'est un mineur qui est là et qui est en train de servir de la cigarette. Ah. C'est bon à savoir ça. Ah, oui. Maintenant, beaucoup d'avancées dans cette nouvelle loi, mais vous avez parlé d'un office. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place cet office? Comment l'office va-t-il fonctionner? De quels moyens techniques et financiers disposera l'office, M. Fabien? Oui, c'est dit dans la loi que c'est doté qui jouit d'une autonomie financière, la loi le dit. Et c'est prévu même que la loi des finances prévoit des mesures financières et fiscales permettant de réduire régulièrement et significativement l'exposition et la consommation du tabac. Oui, fiscale et financière. Ça veut dire quoi? On a besoin des décrets d'application de cette loi et nous invitons le chef de l'État à prendre les dispositions comme il a l'habitude de le faire pour que cet office soit mis en place et que son organe de gestion élargi bien sûr à la société civile pour assurer sa veille citoyenne, le contrôle citoyen de l'action publique soit mis en place. Donc, voilà, il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a du chemin, c'est du boulot, c'est un défi que de mettre en œuvre cette loi. Et nous allons le faire et nous allons continuer puisque le tabac continue dans nos sociétés. Bien sûr, voilà, exactement ce que j'allais dire. Monsieur Salou Bachirou, le tabac continue dans nos sociétés. Nous en avons sous d'autres formes un peu atténuées dans nos localités. Est-ce que la lutte ira jusqu'à la base? Parce qu'on sait que dans nos communautés, sociologiquement, il y a des formes de tabac qui sont utilisées, soit culturellement, soit culturellement. Est-ce que la lutte ira jusqu'à ce niveau? Ou est-ce que ces personnes ont besoin également d'être sensibilisées? Vous avez souligné déjà l'aspect culturel et culturel. Nous savons que nous sommes dans une société où, même dans certaines pratiques religieuses, le tabac, enfin, sous forme de plantes, donc, enfin de feuilles, j'allais dire, est utilisé. Puisque ça nécessiterait donc une intervention du point de vue sociologique. Bien sûr. Si la lutte doit réussir à ce niveau, il s'agirait donc d'instaurer vraiment un dialogue les impliquer avec ces gens-là, ces acteurs-là, pour les amener donc à jouer leur rôle également d'agents sensibilisateurs, même si c'est déjà dans leur culture ou dans leur pratique quotidienne. La lutte ne pourrait pas aller à ce niveau à la même vitesse qu'on le ferait. On a toujours dit que la lutte devra aller là-bas. Devra aller là-bas, même si ça nécessiterait forcément un peu plus de travail et l'implication vraiment des sociologues. Est-ce que chacun à notre niveau, dans nos localités, dans nos communautés, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer? Moi, j'ai l'information aujourd'hui grâce à vous. Est-ce que je n'ai pas l'obligation d'en parler? Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas l'obligation déjà de commencer par votre famille, vos amis, pour que la lutte puisse se porter, M. Salou Bachirou? Effectivement, chacun a l'obligation d'en parler. Je pense que... Parce qu'on pense que c'est l'État qui doit toujours tout faire. Je pense que déjà, certaines personnes qui ne supportent pas la fumée du tabac
dans leur environnement, quand quelqu'un fume, on a l'habitude de dire aux gens qu'est-ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Mais on ne pouvait pas vraiment parler parce que ceux qui parlaient n'avaient pas un instrument juridique qui les couvrait. Mais donc, avec cette loi, aujourd'hui, chacun peut se mettre sous le couvert de cette loi et donc sensibiliser les gens autour de lui pour lui dire, monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, ce que vous faites, c'est pas bien. Essayez donc de sensibiliser les gens autour de lui. Oui, chacun peut le faire. Monsieur Fatou a parlé tout à l'heure de la mise sur pied de l'organe, d'un fonds que doit prévoir le budget national. Au-delà de ces actions, que faut-il faire d'autre pour pouvoir véritablement accélérer le processus, pas de répression, mais tout au moins d'endiguement du phénomène du tabagisme au Bénin? Qu'est-ce que les autorités, selon vous, devraient encore faire très rapidement pour qu'on y arrive? Non, ce qu'ils devraient, à mon avis, faire très rapidement, c'est déjà que chaque autorité, à son niveau, a des collaborateurs. Chacun est directeur d'un office, chef service quelque part. Donc déjà à ce niveau, chaque responsable d'une structure devrait déjà instaurer dans son environnement, dans son lieu de travail, des règles à suivre en termes de il ne faut pas fumer quand vous êtes au bureau. Même si l'autorité en question elle-même est fumeur, dans l'environnement. Même si l'autorité en question elle-même a l'habitude de fumer, qu'elle respecte sur son lieu de travail le droit des autres à ne pas sentir la fumée du tabac. Donc, quand elle-même doit fumer, qu'elle s'éloigne de l'endroit où se retrouvent des collaborateurs de la famille pour aller fumer. Donc, je pense, à mon avis, que c'est des dispositions que chacun devrait déjà commencer à prendre au niveau, vous parlez des autorités politico-administratives, c'est des choses que chacune d'elles pourrait déjà commencer à faire en attendant que le budget national permette de mettre en place l'office de lutte contre le tabagisme. Oui, mais monsieur Augustin Faton, est-ce que le fonds, l'office, le temps de mettre l'office sur pied, le temps de penser dans un budget à y allouer des fonds, ça va prendre forcément du temps. Qu'est-ce qu'on devrait faire en attendant? C'est ce que nous faisons déjà. C'est-à-dire de trouver un mécanisme de vulgarisation de ce test. Mais je dois aussi dire que nous sommes quand même à l'ère de la décentralisation où le pouvoir est allé à la base. Je crois que les autorités municipales devraient aussi se saisir de ce test. Et dans ce sens... Même les autorités locales. Oui, bien sûr. Et prendre des arrêtés au niveau des communes pour interdire déjà un certain nombre de pratiques qui ne sont pas de nature à préserver la santé publique. Interdiction de fumer, par exemple, dans l'administration. Lorsque la mairie prend cette disposition, c'est encore beaucoup plus efficace. Un autre élément qu'il faut ajouter là, c'est que nous avons besoin de la volonté politique dans cette affaire. Et cette volonté politique, elle est d'autant plus importante que s'il n'y a pas cette volonté-là, quel que soit le discours, on ne remplacera pas l'État dans son rôle. Et c'est déjà aussi important que les responsables d'établissement, l'État fasse en sorte que le test aille à leur disposition. Et que sur la base de certains articles de ce test, ils puissent déjà évacuer ceux qui vendent les cigarettes et consomment tous des établissements. C'est important. C'est important, mais très rapidement, j'ai remarqué que dans les noms des ministres qui ont signé, promulgué tout au moins cette loi, on a parlé tout le temps des forces de sécurité publique qui ne sont pas dedans. Est-ce que on a parlé de l'enseignement? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes que ces personnalités-là ne se soient pas retrouvées? Tous les ministères disposent de ce test. Déjà. Et je crois qu'il y a un article de la loi qui responsabilise déjà la police, le ministère de l'Intérieur. Donc ça ne mais il faut toujours aller vers ces personnes-là. L'idéal aurait été que le ministre de l'Intérieur aussi. Est-ce que vous prévoyez dans vos actions aller vers ces personnes-là? Nous allons dans les jours à venir organiser quand même des formations avec les forces de l'ordre. Pour les informer. Oui, justement, c'est important pour qu'ils puissent s'engager, nous accompagner dans cette lutte. Ça sera forcément efficace parce que la peur du gendarme est le début de la sagesse du temps. Vous aimez bien cette formule-là. Monsieur Salou Bachirou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de toute la population béninoise? Vous pouvez cibler, même à l'endroit des enfants si vous voulez. Merci bien, madame. Comme message à l'endroit de la population béninoise, c'est déjà de les informer qu'aujourd'hui, il existe une loi qui régit le domaine du... Une loi améliorée, j'allais dire, qui régit le domaine de la consommation, de la vente du tabac. Et que le tabac est un produit
qui, bon, est licite, mais qui a des effets pervers sur la santé. Et donc, une personne qui voudrait vraiment préserver sa santé ne devrait pas aller vers ce produit. À l'endroit des jeunes qui aujourd'hui souffrent de problèmes même érectiles, en partie c'est lié au tabac, parce que c'est autant la composition du tabac affecte même l'érection. Les jeunes filles qui parfois aujourd'hui sont confrontées aux problèmes de conception, qui n'arrivent pas à coucher ou qui assistent, qui font des fausses couches. En partie, cela également est lié à soit à la consommation ou à l'inhalation de la fumée du tabac. Donc, à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont, puisque je suis aussi jeune, bien sûr, à tous ces jeunes qui sont mes frères, je voudrais leur demander ceux qui ont déjà commencé, d'essayer d'éviter d'aller à nouveau vers ce produit. Même. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, je leur prie d'éviter de prendre même la toute première bouffée de cigarette. Voilà un peu ce que j'adresse comme message à la population. Initiative éducation contrôle du tabagisme, M. Faton, votre message. Oui, pour nous, c'est une invite au chef de l'État de prendre les mesures qu'il faut pour que cette loi soit appliquée. Maintenant, à l'endroit des populations, nous demanderons aux parents d'être beaucoup plus vigilants et aussi d'être des modèles pour leurs enfants. À l'endroit des enfants, sachez que si vous voulez devenir Messi, ça ne fait pas bon ménage avec la cigarette. Si vous voulez devenir champion, si vous voulez briller et longtemps, briller durablement, ça ne fait pas bon ménage avec la consommation et l'exposition à la fumée du tabac. Voilà. Et nous voulons que les responsables d'établissement puissent déjà prendre leurs responsabilités afin de protéger les enfants. Merci à vous. La protection des enfants est un devoir pour tous. Nous avons l'habitude de le dire ici. Et tant qu'on peut faire une action, tant qu'on peut faire un geste pour protéger un enfant, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dira que beaucoup de personnes âgées, que beaucoup d'adultes déjà consomment le tabac, en sont malades. Mais nous voulons, au-delà de ces personnes, impacter les plus jeunes aujourd'hui qui peuvent éviter d'être exposés au tabagisme, qui peuvent éviter de s'adonner au tabagisme. Et pour ces jeunes-là qui déjà ont commencé, qui ont fait l'erreur de jeunesse, comme on a l'habitude de le dire, de s'adonner déjà au tabagisme, de commencer par fumer et la chicha et les autres produits dérivés du tabac, qu'ils comprennent que c'est dangereux pour leur santé. C'est la mort assurée, comme l'a dit M. Faton tout au long de cette émission. Et donc, vous avez une responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas que le rôle des parents, c'est aussi le rôle de chaque jeune enfant de comprendre qu'il n'en a pas le droit. Si vous avez des parents, mais que vous êtes un enfant et que dans votre environnement, ces personnes-là commercialisent encore ces produits-là, dites-leur que la loi punit cela désormais et qu'ils ont intérêt pour eux-mêmes déjà et pour déjà les personnes qui les entourent de les protéger, de garantir leur suivi parce que le Bénin, l'Afrique ne se construira pas sans ces enfants. Et pour que ces enfants puissent participer à son développement, il faut que ces enfants soient en bonne santé. Et la santé, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, c'est d'abord notre responsabilité personnelle. Et à nous autres journalistes, acteurs de la société civile et autres, la politique n'est pas tout dans la vie. La santé, c'est encore mieux. Et donc, si chacun à son niveau, on peut faire quelque chose, faisons-le pour assurer un monde meilleur à nos enfants. Merci. À la semaine prochaine.